Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir sur la chaîne du développement. 4 ans après l'apparition des derniers cas de poliomyélite en Afrique et précisément au Nigeria, l'OMS annonce la fin de l'épidémie. À suivre dans cette édition le point de cette épidémie qui touche principalement les enfants. Le planning familial permet de contrôler les naissances en évitant les grossesses non désirées. Quelles sont les différentes méthodes de planning familial et quels pourraient être ses impacts sur le développement d'un pays? Réponse dans ce journal. La concurrence des produits importés continue notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux avec d'énormes manques à gagner pour l'économie. Constat à suivre. Dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. C'est le cas au Bénin où le taux de fécondité est parmi les plus élevés au monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Comment faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement du pays? La réponse dans ce reportage de Rebecca Adagbenon et Rodrigue Babagbito. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Ça, c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissements et plus d'économies. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents.
L'automédication est une pratique très courante dans nos sociétés, mais les antibiotiques peuvent être nocifs s'ils ne sont pas prescrits par un spécialiste. Pris de façon abusive ou inadéquate, ils peuvent avoir un effet contraire et abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Ariel Zanou nous donne plus de détails au micro de Perspective Tossa. Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections. Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme et malheureusement notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc, à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections, ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamenteuse sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé pour que le pharmacien ou bien le médecin puisse déterminer avec exactitude le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis, c'est le pharmacien. Venons-en à cette bonne nouvelle annoncée par l'OMS. La poliomyélite est éradiquée sur le continent africain. L'Organisation mondiale de la santé estime que les derniers cas avaient été recensés il y a 4 ans au Nigeria. La poliomyélite est une maladie qui touche principalement les enfants, notamment les enfants âgés de moins de 5 ans. Suivons le reportage de nos confrères de France 24 sur le sujet. Misola a contracté la polio quand elle n'avait que 11 mois. C'est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse qui attaque la moelle épinière et peut provoquer une paralysie irréversible. Quand elle était jeune, Bemisola essayait de dissimuler le fait qu'elle boitait. I was wearing very big clothes. I was trying to be a tomboy at the same time, trying to, mask up all my emotions that whatever you say doesn't get to me and all that stuff. But at some point, you can only just hide from the whole world, but inside, in my corners, I would cry. De nos jours, elle a beaucoup plus confiance en elle. Elle est à la fois mannequin, basketteuse et nageuse. Polio is not a death sentence. I'm here, I'm standing, I'm here, sitting. So polio is not a death sentence. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables et l'association des victimes de la polio souligne l'importance des vaccins. I will appeal to them to continue cooperating with the government, to continue cooperating with the international partners, to continue with the vaccination is the only protective measure. It is only way that we are sure Nigeria will no longer have child with polio in our country. En 1988, la polio était présente dans 125 pays et paralysait près d'1 millier d'enfants par jour à travers le monde. Depuis, grâce à un réel effort global, le nombre de cas a chuté de 99%. Cette année, seuls 2 pays ont connu des cas de poliovirus sauvage, l'Afghanistan et le Pakistan. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations pour des raisons diverses et multiples. La consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter les meubles importés que ceux produits localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquence sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit ce reportage de Rodrigue Babagbetou.
Il faut au moins 180 000. 180 000, 200 000 euros à moi, tout attendre. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer, c'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier plan, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. À présent, suivons la compilation des autres faits de l'actualité nationale. Rodrigue Babagueto a réalisé pour nous La Nation en bref et en images. Les capacités des services de vétérinaires pourraient être renforcées grâce à cet appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO qui contribue à garantir la surveillance épidémiologique au Bénin. Des conteneurs bureaux et des équipements de laboratoire ont été mis à la disposition de la direction de l'élevage, une forte contribution à la mise en place des services vétérinaires de qualité qui répondent aux normes. Coût global des équipements, 25 800 000 francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cours normal de la mise en œuvre des activités de coopération technique sur le renforcement des capacités des services vétérinaires, un projet à plusieurs composantes au nombre desquelles l'amélioration des capacités d'analyse des laboratoires vétérinaires et le renforcement des capacités de surveillance épidémiologique des maladies animales. Quelle est la situation de l'indice global de l'emploi dans les grandes entreprises béninoises au premier trimestre 2020 ? Il est bien en baisse comparativement à l'année dernière. C'est ce que révèle le rapport rendu public par la Direction générale du budget du ministère de l'économie et des finances. Selon ce rapport, l'indice global de l'emploi dans les grandes entreprises béninoises a reculé de 5,5% par rapport au trimestre précédent. Comparé à l'année 2019, le même indice affiche également une baisse de 8,5% cette année 2020.
D'après le rapport, ce repli de l'emploi dans les grandes entreprises est en lien avec la contraction des activités en raison de la pandémie du coronavirus. Selon une étude de l'Institut national de la statistique et d'analyse économique INSAE, 30,4% de jeunes sont visiblement sous-employés eu égard au nombre d'heures de travail et 63,2% de façon invisible à travers des rémunérations précaires et indécentes. Un pourcentage qui met en évidence les difficultés d'absorption de l'offre de travail pour la jeunesse par le marché du travail et la nécessité pour celle-ci de se prendre en charge. Les inscriptions des bacheliers âgés de 21 ans au concours d'entrée dans les écoles ou instituts des universités publiques sont lancées depuis ce jeudi 27 août 2020. Par un communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié le calendrier du déroulement des 10 concours. Les concours sont prévus pour se dérouler du jeudi 1er octobre prochain au jeudi 15 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national et chaque zone dispose du jour de composition. Les inscriptions prennent fin le jeudi 17 septembre à 18h. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à demain.